Attention, ça traverse. Bonjour à tous, Chour, comme on dit ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci de nous suivre aussi fidèlement. Cette semaine, j'ai le plaisir, la joie et surtout le privilège de vous emmener visiter le Cambodge. Avec les temples, ici, on peut dire que Siem Reap, c'est la ville la plus visitée du pays, du Cambodge? Oui, Ouais. c'est la ville de ma maman. Tout petite, elle me parlait de Angkor Wat. Elle me parlait des temples. Ouais. Donc j'avais toujours cette image que je viendrai une fois voir les temples. Tu vois, là, on arrive bientôt dans les douves d'Angkor Wat. C'est le temple le plus majestueux. Le plus visité, j'imagine, aussi au Cambodge. Le plus visité. C'est l'emblème du pays. Ouais. Durant ce voyage, je vais rencontrer celles et ceux qui œuvrent, comme Sopani, pour relancer leur pays, meurtri par les tragédies des décennies passées. Et je vais essayer de comprendre surtout comment, tout en préservant leur patrimoine, leur tradition ou encore leur environnement, ils arrivent à donner un second souffle et surtout à redonner espoir à ce peuple khmer. Voilà, soyez donc les bienvenus au royaume du Cambodge, que l'on surnommait d'antan le royaume aux millions d'éléphants. Bienvenue dans mes échappées belles. Voyager au Cambodge, Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas trop de réseau, donc ça peut être cool aussi pendant quelques jours de se couper un petit peu de chez nous. c'est accepter l'inattendu. Le Cambodge se résumait facilement au temple et qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Mais en trouvant un lieu comme celui-ci, on peut avoir envie que de rester encore un peu plus et profiter de ce qu'on a ici. Des temples d'Angkor aux rives du Mékong, Cette pierre a plus de 1000 ans. Elle était enterrée depuis une éternité. Et aujourd'hui, nous la remettons à son emplacement d'origine. Au Cambodge, rien ne se perd dans le lotus. Par exemple, la feuille, on l'utilise comme décoration. en passant par l'île paradisiaque de Koh Rong. Chaque mois, on récupère entre 3 et 5 tonnes de déchets qui viennent de l'océan. On veut maintenir notre île belle et propre. Vous pouvez vous applaudir. Ouais. Jérôme Pitorin en immersion. Moi, je suis très heureux d'être là, de passer une journée avec vous. Il n'y a pas plus authentique et typique, et donc c'est tout ce que j'aime. Dans un pays qui s'adapte. Cette pagode est différente. Grâce à cette école, ils n'apprennent pas que des prières. Nous leur enseignons aussi d'autres savoirs fondamentaux. En préservant ses traditions, Je suis le maître des gestes de singe. Aujourd'hui, je transmets mon savoir pour que cet art puisse perdurer. et ses richesses. J'ai appris que l'un des plus grands restaurants de France utilisait le poivre que nous ramassons et qu'il était très apprécié. Cela nous touche beaucoup. Welcome to Cambodia! Là, on arrive au temple qui s'appelle le Taprom. Ok. Celui-là, il date de la fin du XIIe siècle. C'est assez particulier comme ambiance là. Regarde ces arbres là, immergés au milieu des plans d'eau. On ne sait plus où regarder tellement il y a de choses. Attention la tête. Oh là là! T'as vu comment c'est immense? Hallucinant! Et tu vois la grandeur des racines, c'est énorme. Hein? C'est fascinant. Au-dessus de nous, c'était recouvert ou c'était comme ça? Non, c'était comme ça. C'était comme ça. Le roi a construit en l'honneur de sa maman. C'est un temple bouddhiste.
C'est fabuleux de voir ce travail incroyable qui a été fait par l'homme et la puissance de la nature. C'est-à-dire que ce lieu, pour qu'il y ait un arbre comme ça, un fromager comme ça, qui soit autant déployé sans que l'homme intervienne, ça veut dire que ce lieu a été abandonné longtemps alors. Oui, ce lieu, il y a eu le déclin de l'Empire khmer au début du XVe siècle. Et puis, à cette époque-là, avant le déclin, on avait quand même 1 million d'habitants à l'époque. Ici, sur le site d'Angkor. Donc après, la nature a repris sa place et c'est seulement au XIXe siècle qu'on a retrouvé le site d'Angkor par un archéologue français. Moi, je suis complètement fasciné par ce lieu. C'est ici que Jean-Jacques Anou a tourné Les Deux Frères. Avec les tigres. Les tigres. C'est beau, hein, ce qu'ils ont laissé nos ancêtres. Alors, Jérôme, ici, on est arrivé à Phnom Kulen, la montagne sacrée. On va juste acheter quelques fleurs et puis tout ça pour les offrandes. C'est la fleur de lotus? C'est la fleur de lotus. C'est magnifique. Ils sont très beaux, vos bouquets. Bravo. Donc voilà, ça aussi. Et puis ça aussi pour l'encens. L'encens, d'accord. Akun. Oui, après. En fait, la civilisation khmer, l'empire khmer a débuté ici. C'est le berceau de l'empire khmer. Donc c'est à quelle époque? C'était au début du 9e siècle. Ah oui, 9e, oui. D'accord. C'est 3 par 3, c'est ça? 3, 5 ou 7. Il est très imposant, ce Bouddha-là. Oui. Bouddha couché. C'est le plus grand Bouddha couché du Cambodge. Et sculpté sur la roche. Ah, directement, je vous posais la question. Je sentais qu'il y avait une démarcation. Ouais. Mais peut-être qu'il avait été peint ou doré à l'époque. Pas du tout, c'est sur la roche et sculpté directement. Bon, écoute, Jérôme, on va aller juste s'asseoir un petit peu pour sentir un petit peu l'atmosphère ici. L'atmosphère ici. Donc toi, tu es pratiquante? Bouddhiste pratiquante? Oui, je suis bouddhiste en fait. Mes parents sont bouddhistes. Je suis née ici au Cambodge et je suis partie à l'âge de 6 ans. Et tu as sûrement entendu parler du régime de Pol Pot durant le Khmer Rouge et tout ça. Il y a eu une guerre civile ici, une grande génocide de plus de... un quart de la population, de ce que je me souviens, qui avait été complètement décimée. 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Donc on a dû immigrer et puis c'est le Canada qui nous a accueillis. Tu dis nous, tu es partie avec qui alors? Avec mes parents. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 7 ans. C'est ça, c'est l'accent québécois. Pardon. C'est là que j'ai grandi et j'ai appris le français là-bas. Là, déjà, on retrouve le grès des temples ici. Là. Exactement. Quelle merveille. C'est magnifique, n'est-ce pas? Comme dingue de dire que l'Empire Khmer a commencé ici, dans cette région, avec un décor, certes magnifique, mais
quand même assez hostile pour venir y construire des temples, cette jungle dense, ces reliefs-là. C'est fou quand même. C'est complètement fou, oui. Ouais. Quel projet. Il y a plein de choses encore, beaucoup de trésors cachés encore dans la forêt, inexplorés. C'est à voir pour la prochaine fois. Oui, c'est un beau terrain de découverte en tout cas que tu proposes en venant ici. Pour moi, c'est une sérénité, le calme, c'est la nature, la jungle, c'est juste magnifique. Rassemblez-vous, on va se répartir les tâches. Prenez tout le matériel nécessaire et on y va. C'est l'une des petites mains essentielles à la magie d'Angkor. Nunti est le chef des jardiniers. Avec plus de 200 temples disséminés au cœur de la jungle, difficile de ne pas être submergé par la végétation. Une mission délicate pourtant relevée par Nunti avec sa brigade de 35 spécialistes. Ce matin, direction le plus célèbre des temples, celui d'Angkor Wat et ses 195 hectares à entretenir. L'équipe doit y venir une fois par mois pour débroussailler le site. Avant de commencer, il y a toujours un rituel pour demander aux esprits de nous aider, car les tours sont élevées et c'est assez dangereux. C'est aussi un lieu vénéré par nos ancêtres, donc on se doit de le respecter. Et par exemple, nous enlevons nos chaussures avant de monter. Les moyens sont sommaires mais efficaces. Auparavant, les jardiniers utilisaient des échafaudages qui nécessitaient 2 semaines d'installation et qui abîmaient les pierres. Aujourd'hui, place à la bonne vieille échelle. Des jardiniers dont le métier prend parfois des allures d'acrobates. Notre travail se fait en hauteur, donc il faut faire attention et tenir en équilibre. Parfois, nous devons contourner des pierres en douceur et veiller à ne pas nous cogner la tête. Sans oublier de prendre garde aux chutes de pierres menaçant les nombreux touristes qui les entourent. Quelques kilomètres plus loin, c'est un défi bien plus relevé qui attend Enji et ses hommes dans le temple de Preakan. Combattre une végétation qui pousse à une vitesse folle et qui trouve inexorablement refuge entre les pierres ancestrales. Regardez, si on laisse cette petite plante, elle va grandir, mais celle-ci ne sera pas trop dangereuse. En revanche, il y a des variétés comme le ficus qui forment de grosses racines et poussent les pierres qui peuvent affaiblir la structure du temple. Dans cette bataille sans fin, le jardinier doit tout de même faire des compromis avec certains arbres centenaires. Voici un fromager. C'est un arbre intelligent qui adore ce type de pierre et qui va se faufiler partout. Mais ici, ses racines solides sont bien bloquées autour des pierres, donc on les laisse. Si on les coupait, cela enlèverait du charme à ce site qui séduit les visiteurs et les étonne toujours par sa splendeur. Encore un trésor à préserver et qui ne cesse de s'étendre au fur et à mesure que les chantiers archéologiques révèlent de nouvelles zones à explorer. Nous sommes à l'une des portes d'entrée de l'ancienne capitale, Angkor Thom. Après 1 an et demi de travaux, ce passage devrait bientôt pour la première fois être ouvert au public. Mohalan, 73 ans, dirige ce chantier. Ici, nous restaurons une partie abandonnée depuis plusieurs décennies, où la végétation avait tout envahi et détruit certaines portions. On va donc le remettre debout. Mohalan, qui est né à quelques encablures du temple d'Angkor Wat, a toujours évolué au milieu des vieilles pierres. Il travaille d'ailleurs sur ce site archéologique depuis 1967. Encore quelques ajustements. Baisse un peu. Baisse. Et cette crête sera terminée. Cette pierre a plus de 1000 ans. Elle était enterrée depuis une éternité. Et aujourd'hui, nous la remettons à son emplacement d'origine.
Preuve de la grandeur d'antan, on découvre encore régulièrement des merveilles oubliées. C'est dans ce bassin, pendant la saison sèche, que nous avons trouvé les têtes de Tevada, qui étaient enfouies à 50 cm. Tout le monde était ému. Sur le site d'Angkor, si on creuse un peu, on peut trouver des pierres, parfois des bouddhas, des statues. On en trouve partout. Un peu plus loin, les fameuses têtes sont entreposées en attendant d'être remises à leur place. Voici une statue découverte dans la terre le mois dernier. Celles de derrière étaient dans l'eau, donc elles sont un peu plus abîmées. Je suis fier de restaurer ce temple pour que les nouvelles générations puissent en profiter. Offrir un avenir meilleur aux Cambodgiens, c'est aussi l'objectif de l'ONG Apopo. Plus de 40 ans après la fin du génocide commis par les Khmers rouges, le pays est toujours parsemé de millions de mines, notamment dans la région des temples d'Angkor. Pour détecter ces restes d'explosifs, les démineurs reçoivent le soutien d'un allié improbable, des rats géants. Ces rats viennent de Tanzanie. Ils sont entraînés pendant 1 an avant d'exercer sur le terrain. Centimètre par centimètre, les rats explorent la zone à fouiller. Avec leur sens de l'odorat surdéveloppé, ils peuvent détecter les matières explosives en toute sécurité. Il n'y a pas de danger pour l'animal, car le rat est trop léger pour déclencher la mine. Le rat peut analyser la surface d'un terrain de tennis en 30 minutes, là où 4 jours seraient nécessaires pour l'homme avec un détecteur. Et quand l'animal pense avoir trouvé quelque chose, il gratte la terre. Rien ne sera détecté ce matin-là. Mais depuis leur entrée en action en 2016, les rongeurs ont permis la neutralisation de 4300 mines et sécurisé 22 millions de mètres carrés de terrain. Pour sensibiliser les visiteurs sur l'action de ces héros à 4 pattes, l'ONG a même ouvert un centre tout proche des temples d'Angkor. Ici, nous allons faire le test avec 2 objets métalliques. Et le rat ne va réagir qu'avec celui qui contient des explosifs. Je veux en ramener un à la maison. On les regarde travailler. Ils sont rapides, intelligents, efficaces. Ils font un travail incroyable ici. Grâce entre autres au travail des rats démineurs, le Cambodge se donne pour objectif d'être totalement libéré de la menace des mines d'ici 2025. C'est très dense là, la végétation. On est vraiment dans la jungle là. C'est ici la rivière de Milinga qu'on appelle. Tu peux voir dans l'intérieur, il y a des sculptures. Ah, oui. Et sur toute la rivière, il y en a peut-être sur 200 mètres, il y a 1000 lingas. La roche a été déjà aplanie et ensuite sculptée entièrement? Exactement, oui. Ça a été sculpté vers les 11e siècle. Ouais. Regarde un peu plus haut, il y a une sculpture de Vishnu. Alors attends, que j'essaie de deviner. Ah là, oui, tu d'accord, vois, avec le tu vois, visage, là. oui, d'accord. C'est des dieux, donc ça purifie l'eau pour justement apporter la fertilité aux habitants. D'accord. Donc c'est une eau bénite en quelque sorte. Ok, on devrait peut-être se baigner pour se purifier. On ne peut pas se baigner ici parce que justement on ne peut pas marcher sur les dieux. Si tu veux, moi je t'amène, il y a une belle cascade plus loin et puis c'est là-bas on peut se faire purifier. On peut toucher l'eau et tout ça. Oui, Allez. exactement. Ouais. On descend? Elle est fraîche. Petit? Un peu fraîche, ouais. Jérôme, on arrive dans un parc. Ouais. C'est un parc pour la retraite pour des éléphants.
Et là, David, il a cofondé avec son papa, donc je vais te le présenter. Donc c'est un endroit, c'est un peu comme un EHPAD pour éléphants en quelque sorte. Oui, exactement ça. Ouais. Une retraite bien méritée. Les voilà, les pachydermes. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, oui. Ils sont gros quand même pour des éléphants d'Asie. Bonjour, David. bonjour. On est bien accueillis. Bonjour. Enchanté. Il y a David qui est là-bas. Bonjour, il t'a dit bonjour là. Je ne sais pas si on a le droit de les toucher. On n'a rien à donner à manger. Ah, on n'a rien. On arrive les mains vides, c'est peut-être pas très poli. David, salut. Salut Sophanie, tu vas bien? Ouais, ça va, ouais. Content de te voir? Ouais, moi aussi. Je vois que tu t'occupes bien de tes éléphants. Jérôme, enchanté, David. Enchanté. Voilà, Jérôme. Enchanté, bienvenue. Tout le monde parle français au Cambodge. Ah oui. Tu es français ou cambodgien? Je suis français. Je suis moitié khmer, moitié français. D'accord, c'est ta maman, ton papa qui... Ma maman est khmer, mon père est français. Très bien. Et j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 12 ans. Ah oui, donc tu es né là? Parti un petit peu, et puis je suis revenu il y a 5 ans pour bosser ici. C'est une histoire de famille, à vrai dire. Mes parents avaient monté un projet culturel dans les années 90 qui était dans l'air du temps pour son époque, disons. Et donc, il s'agissait de ramener les éléphants dans les temples et dans le contexte d'un parc de balade, ce qui était la solution à l'époque pour avoir des éléphants en captivité. Mais je suis revenu au Cambodge, j'avais eu cette discussion avec mon père et je lui ai dit peut-être que cette fois-ci, il faudrait qu'on change un peu les choses et qu'on fasse les choses un peu plus sainement, disons. Et il serait temps que ces éléphants aient la retraite bien méritée, quoi. D'accord. On peut s'approcher des animaux parce qu'ils nous ont fait un accueil très chaleureux, mais après je savais pas si on avait le droit d'y toucher. On n'avait pas de banane. Bon, suivez-moi. Ces éléphantes ont toutes entre 40 et 60 ans. Voilà. Donc ici, le groupe que nous avons aujourd'hui, les deux sont meilleurs amis, Chiol et Chimin. Chimin a à peu près 45 ans et Chiol en a à peu près 40. On voit ça à la forme de leur crâne, à l'enfoncement des tempes, déchirure des oreilles et à la pilosité de la peau, parce que les éléphants naissent très poilus et ils perdent leur poil au courant de leur vie. Oui, parce que si on doit compter les rides, je pense qu'on est mal en fait. Hein. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Ses ongles sont un peu trop longs. Quand un éléphant de près de 4 tonnes pose ses pattes sur le sol, ses ongles risquent de se fissurer s'ils sont trop longs. Donc il est très important de veiller à ce qu'ils soient courts. Est-ce que l'ongle de l'éléphant est en ivoire aussi? Est en kératine. Kératine? Ouais, comme les nôtres. Ok. Tu peux continuer sur le même ongle. Attention de bien arrondir l'ongle. Pour utiliser la lime, ça va, mais c'est pour le vernis que je suis pas très bon. Hein. Ah oui, mais je pense que tu as du talent, Jérôme. Je pense que tu as de l'avenir dans le métier. C'est vrai? Et toi, alors, ton rapport avec cet animal, c'est affectif, c'est quoi? Tu vois, moi, contrairement à David qui a grandi avec les éléphants, moi, je grandis dans une ville, donc j'ai jamais rencontré aussi près des éléphants. C'est toujours aussi je suis toujours aussi fascinée. Ouais, fascinant. Ça ne laisse jamais indifférent, en tout cas. Très agréable. On a un sentiment de plénitude de les voir aussi bien dans la nature. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a peu de choses plus reposantes pour moi que de regarder un éléphant juste faire sa vie. Ils sont si posés, si calmes. Oui, c'est ça. Ouais. S'ils travaillaient sur le site d'Angkor, on est quand même à plusieurs dizaines de kilomètres, de 30, 40 km. Ouais, 30 km. Comment ils sont revenus jusqu'ici? Ah, mais ils sont venus à pied. 30 km à pied. Mais sérieusement, oui. On est souvent surpris de la force et de l'endurance qu'ils ont. Ouais. Ils n'ont pas l'air rapides, mais ils le sont. Ils n'ont pas l'air endurants, mais ils le sont. Ils n'ont pas l'air délicats, mais ils le sont. On le voit quand ils posent. Hein. Ouais.
Chaque pas est très, ça ne fait aucun bruit. souple en fait. Ouais. Aucun bruit. C'est pas brutal comme animal du tout hein, dans le quotidien. Ça, c'est génial. J'ai jamais entendu un truc aussi long. Ah bon? Là, c'était très long. Là. Ça signifie quoi? C'est une exclamation. De plaisir, de bien-être? Tu peux avoir peur, tu peux être très heureux, mais c'est une exclamation. D'accord. Tu parles fort. Donc là, c'est plutôt le bonheur hein, qui semble se dégager de ce moment-là. Ouais. C'est un beau moment. Hein. Là, j'ai ressenti un peu ce sentiment de l'observation de l'animal dans son milieu, en fait, même si on sait qu'ils sont captifs. Donc merci de cette bonne idée que tu as eue de m'emmener ici. Bravo pour la démarche et pour la réussite, en tout cas, de ce sentiment qu'on a. Le bien-être de l'animal, on le ressent, en fait, j'ai envie de dire ça, ouais. Donc c'est bravo. Ah, merci beaucoup. Bah, merci à toi, merci à toi. Ouais, merci hein, à toi. Merci à vous d'être venu me rendre visite. Tout le monde se remercie, en fait. Ah, Jérôme, ça te dit qu'on aille manger un petit truc là-bas? Il y a pas mal de restos de rue là. Et... Ah ouais, super. J'ai un petit creux, très bonne idée. Ouais, j'aime bien ça. Ok. On va voir quelles sont les spécialités. C'est abordable, je vais pas regarder les prix. Ah oui, 1 € la brochette, ah oui, en effet. C'est quasiment meilleur marché de manger à l'extérieur quand on mange local que de faire à manger soi-même. Ouais, on va s'asseoir par là. Voilà. Toi aussi, t'es en CP cette année? Elle est sympa ta maîtresse ou pas? Cette journée était très dense, on a fait plein de trucs. Moi j'ai vu des choses qui m'ont vraiment fasciné. Hein. Ah ben, je suis contente. Des temples jusqu'à la vue encore là. Et aussi que tu me racontes ce que tu avais vécu aussi, ça m'a touché. Il y a des fois, tu sais, c'est rare qu'on raconte comme ça, qu'on se dévoile comme ça, mais maintenant je suis à l'aise d'en parler de cette histoire. Ben, merci de ta confiance. Pays à l'héritage majestueux, le Cambodge n'a cessé de nourrir les rêves d'exotisme de générations de voyageurs. Et certains hôtels, comme le Shinta Mani Wild, contribuent à rendre ces visites encore plus inoubliables. Ce campement de luxe est composé de 15 tentes spacieuses perchées le long de la rivière. Et il fallait bien imaginer une arrivée à la hauteur de cet hébergement hors du commun. Waouh, regardez cette vue. David, en provenance d'Afrique du Sud, va donc y faire son entrée en tyrolienne. Je suis nerveux. Et excité. C'est de loin l'arrivée dans un hôtel la plus originale que j'ai faite. 400 mètres au-dessus de la canopée et des cascades avant un petit cocktail de bienvenue. C'était incroyable. J'en tremble encore, mais ça en valait la peine. Santé, content d'être là. Chaque tente a été méthodiquement conçue comme un bivouac de haut standing dans la jungle qui se déroulerait dans les années 60. Un parfum d'aventure à 1800 € tout de même la nuit. Massage, piscine à débordement, cuisine raffinée. Si tous les ingrédients d'un hôtel 5 étoiles sont réunis, l'établissement a aussi une mission de conservation de l'environnement. Il est en effet situé dans la forêt vierge des Cardamomes. Dernier sanctuaire où l'on peut encore croiser de nombreuses espèces sauvages, dont des éléphants et des ours. Mais connu pour être aussi une triste zone de braconnage. Ici, la plupart des gens des villages vivaient de la forêt. Donc souvent, ils chassaient ou coupaient des essences d'arbres rares. On leur a donc offert du travail et changé leur mode de vie. Et maintenant, ils protègent aussi la vie sauvage.
Chaque activité a pour mission de sensibiliser les clients à la préservation de la nature. L'hôtel finance une base de gardes forestiers et propose une patrouille avec ses rangers chargés de protéger la vie sauvage en enlevant les pièges des braconniers. Combien de pièges avez-vous déjà trouvés? Ça dépend. Parfois une cinquantaine par jour. En tout, nous en avons déjà enlevé plus de 10 000. Waouh, incroyable. Je ne me doutais pas qu'il y avait des efforts de conservation aussi remarquables au Cambodge. Et voir ce travail avec ces ONG et l'impact de leur action, c'est impressionnant. Autre décor, mais même sentiment de découverte, sur Koh Takiev, une île située à quelques encablures de la côte cambodgienne. Là c'est le rocher de l'éléphant, on l'appelle Elephant Rock, et on peut sauter à 6 mètres de haut. Avec des amis, Mati y a ouvert il y a quelques années un camping unique dans le pays. Arthur et Elena, originaires de Vannes, vont y passer quelques jours. C'est magnifique, un peu seul au monde, et l'eau elle a l'air carrément meilleure qu'en Bretagne quand même. On est venu rechercher un peu de tranquillité et puis d'être un petit peu, on va dire, loin des sentiers battus. Bienvenue. Se couper du monde, c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas trop de réseau, donc ça peut être cool aussi pendant quelques jours de se couper un petit peu de chez nous, on va dire. Sur cet îlot encore largement préservé du tourisme de masse, règne une ambiance à la Robinson Crusoe, avec quelques bungalows disposés le long d'une plage paradisiaque. Voilà, voici, ça c'est votre bungalow, il est tout prêt. Ça donne envie de se mettre en maillot, non? Petite piscine privée aussi. Ce type d'hébergement séduit de nombreux visiteurs adeptes d'un tourisme simple et proche de la nature. Au programme, kayak, lecture ou snorkeling, avec une cuisine qui évolue au gré des pêches de Mati. On va voir si on peut ramener des poissons à déguster, des raies, ou on verra ce que la mer nous donne. Pêcher ici, cuisiner là et manger au milieu. Voilà, tout est dans l'évasion. Un petit coin de paradis à 20 € la nuit et une authenticité renforcée par la proximité d'une famille cambodgienne qui vit sur place. Bonjour. Voici les calamars avec la recette secrète de la famille. Enjoy. Bon appétit. Les gens qui arrivent ici sont sous le charme car ils retrouvent le rythme d'une vie simple, comme il y a 30 ans. Cette île a préservé son calme. Il n'y a pas de musique ni de fête comme sur les îles les plus développées. Ici, ça reste sauvage. Et si les sites archéologiques font la réputation du Cambodge, on oublie parfois que le pays possède un bord de mer d'exception. Je ne savais pas qu'on pouvait retrouver ce genre d'île au Cambodge. Je pensais que le Cambodge se résumait facilement au temple et qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Mais en trouvant un lieu comme celui-ci, on peut avoir envie que de rester encore un peu plus et profiter de ce qu'on a ici. Quel que soit le mode d'hébergement, version grand luxe ou plus rustique, le Cambodge a toujours le goût de l'aventure. Jérôme, on est arrivé à la ferme de Lotus Samatoa. On va y cueillir tout le lotus dont j'ai besoin pour ma recette de cuisine. Au Cambodge, rien ne se perd dans le lotus.
Par exemple, la feuille, on l'utilise comme décoration. Et aussi dans la vie quotidienne, à la place du plastique ou autre, on peut utiliser la feuille pour emballer ce qu'on veut, de la nourriture, par exemple. Ouais, c'est une matière qui s'apparente presque à un tissu déjà. Oui. Tu as déjà goûté le fruit du lotus? Non. Jamais? Ça ne dit rien du tout. Tiens, goûte. Comme ça. Parfois, au milieu, il y a une petite feuille verte. Elle est un peu amère. Et c'est cette partie à l'intérieur qu'on mange. Oui. C'est un peu le goût de la noisette fraîche en fait. C'est bon. C'est très croustillant, noiseté et frais. C'est très bon dans une salade. C'est quoi ce que tu enlèves là? C'est un peu comme de la soie. On l'utilise pour fabriquer de la soie de lotus. C'est très difficile à traiter et ça prend beaucoup de temps pour en fabriquer. Ça demande de la patience. C'est pourquoi la soie de lotus est très chère. On peut en faire des vêtements, par exemple. 100% de la fleur de lotus est ou comestible ou utile en tout cas. On peut en tirer quelque chose. Oui. On va aussi cueillir des racines de lotus. Ah oui. C'est la première fois de ma vie que je viens directement en prendre. D'habitude, j'en achète auprès des fermes locaux. C'est très excitant, c'est une nouvelle expérience pour moi. Je suis ravi en tout cas que tu m'aies associé à cette première pour toi alors. Tu veux aller sous l'eau et ramasser des racines? Je suis pas sûr, j'ai pas pris mon maillot. Ah oui, en effet, il n'y a pas énormément de fond. On peut cuisiner toute la racine. Là, ce sont les jeunes pousses. Tu peux goûter? Je vais essayer. C'est très croquant. Ça a le goût de la châtaigne. Oui, un peu comme le cœur de palmier, un peu aussi. C'est très frais. On arrive à mon restaurant. Comment s'appelle ton lieu? Mon restaurant s'appelle Loom Horn. Le concept, c'est de la ferme à la table. Il y a deux parties distinctes. De l'autre côté, c'est le restaurant principal pour dîner. C'est un restaurant gastronomique. Mais dans cette partie, je sers de la nourriture familiale. Ok Jérôme, je vais me changer pour cuisiner. N'hésite pas à faire le tour du jardin. Ouais, je vais faire un petit tour, ça marche. À tout de suite. Ah, dis donc, t'as fait ça bien, hein, ça tu vois. Super beau. Tu aimes la grenouille? C'est vrai? Ah oui, j'en mange. Dans ma région d'origine, en fait, c'est une des spécialités qu'on a. Ce métier de chef, c'était un métier que tu voulais faire depuis toujours, ou alors tu es passé par d'autres étapes et tu as eu d'autres activités avant? Chef-restaurateur, c'est vraiment le métier dont je rêvais. Mais avant de travailler en cuisine, j'étais vendeur de souvenirs. Je vendais des peintures d'artistes célèbres du Cambodge. Donc, dès que j'ai trouvé un restaurant qui recrutait, j'ai foncé, j'ai immédiatement adoré ça.
J'ai ensuite cherché à travailler avec des chefs internationaux reconnus car je voulais faire mon expérience. J'avais déjà les bases pour préparer la cuisine khmer, mais je voulais découvrir ce qu'on faisait ailleurs. Je suis parti travailler à Dubaï, puis dans les Caraïbes, à Sainte-Lucie. Ah, Sainte-Lucie, d'accord. Ok. Alors qu'est-ce que tu prépares comme recette, dis-moi? Je vais cuisiner des cuisses de grenouilles sautées accompagnées de lotus sous 3 formes. Les graines de lotus, les fleurs de lotus et les racines de lotus. Tu veux bien m'aider? Dis-moi. On va découper les racines de lotus qu'on a récupérées ce matin. Il faut les émincer. Tu les tranches comme ça. On voit la forme en plus. Oh, c'est trop petit! Non! Too small. Coupe des tranches plus longues. Ah, d'accord, plus en biseau alors. D'accord. Celles-ci sont trop courtes. Excusez-moi, chef. Je ne recommencerai plus. J'ajoute les racines de lotus. C'est du poivre? Du poivre vert. C'est le pays du poivre, le Cambodge, hein? Oui, le poivre de Kampot est très connu. C'est très simple au niveau des ingrédients. Du sel, du poivre, un peu de sauce d'huître, un peu de sauce de poisson. J'ajoute les grenouilles. Et personnellement, je préfère le côté épicé du poivre à celui du piment. C'est prêt. Maintenant, on va dresser. Ici, tu fais une cuisine de la ferme avec des produits donc locaux, mais c'est aussi une cuisine très traditionnelle avec des plats vraiment emblématiques du Cambodge. Oui, ce que j'essaie de faire ici, c'est d'élever la cuisine khmer à un niveau supérieur. Mon objectif, c'est de montrer au monde que la cuisine cambodgienne peut être gastronomique. D'accord. Des pétales de fleurs. Un peu ici et ici. Ouais. Tu veux goûter? Ah bah oui, s'il te plaît, quand même. C'est très croustillant. C'était une pétale et c'est resté une pétale en fait. Maintenant, tu peux goûter le fruit de lotus. D'accord. Et maintenant, tu peux goûter le reste. Ça marche. Je vais prendre un peu de champignons, de la grenouille et puis on va prendre surtout là. Pas mal. Trop épicé? Non, ça va franchement. C'est intéressant parce que sa texture, elle est pas sèche, elle est moelleuse, comme le champignon d'ailleurs. Please, go ahead, enjoy. J'en prends plus. Les petits grains de poivre viennent relever tout ça, c'est parfait. Bravo, chef. Merci. Okun, okun. Merci. Oui, je me régale. Dans le sud du Cambodge, pousse l'un des trésors culinaires qui fait la fierté de ses habitants. Le poivre de Kampot. Les poivriers ont l'air plus beaux que l'année dernière. Il a plu suffisamment. Oui, ils sont splendides cette année. Importés de Chine au Moyen-Âge, ce sont les colons français qui ont développé le poivre à la fin du 19e siècle, faisant découvrir à la métropole le goût intense de cette épice. Pum Supiep est la dernière héritière d'une famille qui cultive le petit grain noir depuis 5 générations. Ici poussent 11 000 pieds de poivre enroulés sur des lianes de près de 4 mètres de haut. Les grains sont bien relevés. Ils seront bientôt assez durs. Parfait pour la cueillette en mars. Aujourd'hui, Supiep ne récolte qu'une infime partie de ces grains, encore verts. Ils n'arriveront à maturité avec leur couleur noire vive que dans 3 mois. J'ai appris que l'un des plus grands restaurants de France utilisait le poivre que nous ramassons et qu'il était très apprécié. Cela nous touche beaucoup. Le poivre de Kampot est le premier produit cambodgien à avoir reçu une appellation protégée. Sa culture a donc un cahier des charges bien précis.
Ce poivre biologique doit être récolté à la main, grappe par grappe, et nous n'utilisons comme engrais que de la bouse de vache et du guano de chauve-souris. Dans ce collectif qui regroupe une dizaine de familles, ce sont les femmes qui sont à la manœuvre. 10 à 12 tonnes sont récoltées chaque année. Ici, nous trions les poivres noirs et on ne sélectionne que les plus beaux que l'on pourra exporter. Une concentration de tous les instants où sont retirés les grains abîmés ou déformés. Nous passons les grains au triage. Pas une, mais 3 fois au total. Et quand c'est terminé, on les verse dans un autre panier. En une journée, je collecte 5 kilos dans les champs. Mais ce sont des centaines de milliers de grains que je trie à la main. Impossible de compter. Le poivre de Kampot est considéré comme le meilleur au monde. Si Soupiep le vend 15 € le kilo, dans les épiceries de luxe en France, il faudra débourser jusqu'à 200 €. Et celui que l'on appelle le roi des épices se décline même en 3 couleurs. Il y a le poivre noir, le poivre blanc et le poivre rouge. Le rouge est un poivre noir que nous avons laissé mûrir plus longtemps. Le poivre blanc est plus précieux. Il est obtenu à partir du poivre rouge que l'on a trempé dans l'eau, puis frotté afin d'enlever sa pellicule. 3 couleurs pour 3 parfums différents et une source d'inspiration pour les restaurants de la région. Des plats dont l'élaboration commence souvent sur le marché de Kampot. Bonjour. Je voudrais 1 kilo de crabes. Peux-tu me donner les plus frais et les plus beaux? Merci. Thio Lihui travaille pour un restaurant qui s'est spécialisé dans des recettes à base de poivre. Je t'apporte les crabes pour les plats du jour. Le mélange des deux est un parfait équilibre entre l'arôme du poivre et la fraîcheur du crabe. Le chef teste en permanence de nouvelles recettes pour trouver le meilleur assemblage entre plats et épices. Comme avec ce ceviche. Le poivre noir est plus fort et a plus d'arômes que les autres. Il est parfait avec des viandes grillées ou des barbecues. Le rouge est plus doux, avec des saveurs sucrées et accompagnera les desserts. Et le poivre blanc est plus léger et frais. Il sera idéal avec le ceviche. Un poivre aux notes résineuses, d'eucalyptus et de menthe fraîche. Les clients, eux, semblent convaincus par cette cuisine relevée. Le poivre est beaucoup plus aromatique que le poivre qu'on a l'habitude en fait de manger par chez nous. C'est subtil et puis c'est juste assez pour continuer à sentir le crabe plus que le poivre. Un petit grain qui révèle toute la richesse de la cuisine cambodgienne. Bienvenue sur l'île de Koh Rong. Profitez bien de votre séjour sur l'île. Okun. Merci. Okun. Hello Jérôme, c'est par là. Ah, Cram. Je cherchais où c'était. Hey. Bienvenue. Très content de vous rencontrer. Entre,
Viens t'asseoir. Merci, avec plaisir. Ah, c'est gentil. Moi, je suis très heureux d'être là, de passer une journée avec vous, de voir comment vous vivez votre quotidien, en quoi ça consiste d'aller à la pêche ici et de comprendre un petit peu votre vie ici dans ce village de pêcheurs qui est... Il n'y a pas plus authentique et typique, et donc c'est tout ce que j'aime. Merci. Vous avez des enfants tous les deux? Nous avons 3 enfants, dont 2 qui sont partis chez leurs grands-parents dans notre village natal pour étudier. Et la petite dernière reste avec nous. Quand elle grandira, elle pourra aller étudier là-bas, elle aussi. Ah, voilà Mani. Ah, ben voilà, puce. Viens dire bonjour à Jérôme. Avec un joli pyjama, dis donc. C'est tonton Jérôme. Alors, Mani. Jérôme, c'est déjà l'heure d'aller à la pêche. Je vais te montrer notre technique. Ça marche? J'aime bien t'aider. Pour pouvoir préparer le repas. Tu vas me montrer comment tu fais comme ça. Ok, on y va maintenant? Ça marche. À tout à l'heure. C'est celui-là mon bateau. Tu peux embarquer. Il y a un problème, Cram? C'est mon matériel de pêche et les leurs. Mais à cause des vagues, tout s'est renversé. Là, tu vas pêcher à la traîne? Tu vas mettre tous les leurres à l'eau, là? Oui, toute la boîte. Je sais pas comment tu fais pour t'y retrouver, il y a des nœuds partout. Tu pourrais presque tricoter un pull en nylon, là. Ouais, la station, là, juste pour dire, c'est pas la peine de venir ici, on va tout ramasser. Il n'y aura plus rien, ça sert à rien, vous pouvez repartir. On crame. Tu as commencé à pêcher à quel âge? Dès l'âge de 7 ans. Est-ce que tu aimerais qu'un de tes enfants reprenne aussi l'activité de pêche après toi? J'aimerais économiser pour pouvoir aider mes enfants à faire des études. Je ne veux pas qu'ils soient pêcheurs comme moi, sous le soleil qui brûle la peau. Ah, super! C'est le début d'une longue série, j'espère. Comment tu aimes le calamar? À la cambodgienne, c'est tout. Voilà, la recette que tu veux, mais à la cambodgienne. Ah! On a pas une petite douche. Attention, s'il jette son encre comme ça au visage, tu risques de ne plus voir grand-chose. Oh! Là, on a une belle pièce, là. C'est bon, on en a 3. Super, ton petit village. Bonjour. Ah ben il y a un comité d'accueil ici. Ça va les enfants? Combien vous êtes maintenant de pêcheurs d'ailleurs dans le village? Ici, il y avait beaucoup de pêcheurs. Environ 70 à 80% des gens de l'île vivaient de la pêche. Alors que maintenant, il ne reste que 10 bateaux de pêche en activité. Ton poisson, tu le vends aux gens du village, tu le vends au restaurant ou c'est pour aussi en partie ta consommation? Parfois, les gens du village m'achètent 1 ou 2 kilos. Quand la pêche est bonne, je vends mon poisson aux hôtels de l'île.
dans les bungalows aussi. Et je vais même jusqu'à Sihanoukville. La pêche du jour, elle est pas top, hein. Il y a juste de quoi nourrir la famille, quoi. C'est pour ça. Quand il y a du vent comme aujourd'hui, les calamars ne viennent pas. D'accord, le calamar n'aime pas le vent. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur avec sa lampe frontale là? C'est le coiffeur du village. Salut Soro. Je suis coiffeur mais je nettoie aussi les oreilles. Et il fait aussi la manucure, le maquillage. Fait tout quoi, c'est l'esthéticien, c'est le coiffeur, c'est presque le médecin. Toi tu viens ici aussi? Oui, j'aime bien venir ici pour me faire beau. Un peu comme les footballeurs, les coupes de cheveux des footballeurs quoi. Ronaldo, bah oui bien sûr, évidemment. La référence aux coupes de cheveux, on est bien d'accord. On peut voir ici une fresque représentant des artistes cambodgiens de l'âge d'or. Mon grand-père, Sen Sisamot. Ici, c'est Miss Wemier. Et là, Miss Penron. En admiration devant ses idoles, Sun Setsocheta incarne cette jeune génération qui n'oublie pas les traditions. Son grand-père, Sun Sisamot, était surnommé le Elvis Presley cambodgien. Une légende des années 60 et 70 qui fait son retour en tête de gondole chez les bons disquaires. Hey, bonjour. Comment ça va? Bien, ça fait plaisir de te voir. Tu veux regarder quelques vinyles? Oui. J'ai une copie de ce disque de mon grand-père. Je l'adore. Quand j'étais jeune avec ma mère, j'écoutais ces chansons tous les jours. Donc inconsciemment, elles ont coulé dans mes veines. Ça donne envie de danser. Oui. Je m'imagine toujours retourner à cet âge d'or, habillée avec les tenues de l'époque. Des mélodies rock rétro, teintées de twist, qui faisaient fureur à l'époque à Phnom Penh. C'était l'endroit le plus funky sur la planète, avant que tout s'écroule. Le Cambodge, c'était vraiment groovy. Une atmosphère qui s'est brisée à l'arrivée des Khmers rouges, où, comme de nombreux musiciens et intellectuels de son époque, le grand-père de Setsocheta a été victime du régime. « 45 ans plus tard, le pays a tourné la page et Phnom Penh est redevenue l'une des villes les plus trépidantes d'Asie. En choisissant d'être chanteuse de jazz, Setsocheta marche dans les pas de son grand-père et multiplie les collaborations avec des artistes d'un autre temps. Ma voix va monter petit à petit et tu pourras introduire ta musique. Ok, on va essayer de s'adapter. Très bien. Munis de leurs instruments traditionnels, ces maîtres musiciens non-voyants, considérés comme les meilleurs du pays, vont accompagner la voix de la chanteuse. Nous n'oublions jamais nos racines. Nous n'oublions jamais d'où nous venons. Donc réunir ces instruments anciens avec des arrangements plus modernes, cela va créer quelque chose de nouveau pour les jeunes générations. Et c'est très important. Il y a un autre domaine où modernité et clin d'œil au passé peuvent très bien s'accorder. Celui de la mode. Kodar, surnommé l'île de la soie, abrite d'antiques ateliers de tissage où vont se fournir les stylistes. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que le tissu est terminé? Oui, il est derrière. C'est de la soie pure ou de la soie mélangée? C'est de la soie pure. C'est parfait, merci beaucoup. Ce tissu va ensuite rejoindre les ateliers de Romida Kate, une célèbre créatrice de mode franco-cambodgienne.
On a voulu mélanger la soie et l'organza, faire ressortir le brillant en fait, en mélangeant avec du mat. Cette tenue sera portée pour des mariages. Après avoir été formée à Paris, Romida est retournée dans son pays natal, puis a ouvert sa première boutique en 1999. En quelques années, elle est devenue une grande styliste et la meilleure ambassadrice du Cambodge, qu'elle considère comme la nouvelle terre promise de la mode. C'est un pays très dynamique où c'est encore possible de travailler avec ses mains. Et c'est ce que j'ai découvert en fait avec l'artisanat khmer, avec des brodeuses, des tisseurs de soie. C'est devenu quasi impossible à Paris de faire tout ça, si ce n'est en haute couture. À travers ses vêtements, Romida incarne une mode chic qui ne renie pas sa culture et ses légendes. Oui, ça rappelle... on a l'impression de voir le collier là. Le collier de l'Apsara et la ceinture de la danseuse, ouais. Tout à fait. Une jolie version. Les Apsaras, ces danseuses gracieuses omniprésentes sur les murs des temples d'Angkor, dont la délicatesse resplendit à présent sur ces modèles. Je suis très satisfaite de cette tenue, ça lui va plutôt bien, elle la porte bien. J'aime même mettre en valeur la féminité et les courbes de la femme. C'est complètement brodé et réappliqué sur le tissu. Et ça a été perlé, voilà, en plus. Ça représente la femme cambodgienne, belle, confiante et charmante. C'est très agréable à porter et ces motifs antiques changent des tenues habituelles. Une connexion avec le passé qui continue d'enrichir le Cambodge d'aujourd'hui. Et voilà, de retour à la maison. Ah, Bota est en cuisine. Ça va, Bota? Bonsoir, comment allez-vous? Qu'est-ce que tu prépares de bon? Alors, j'imagine qu'on va manger de nos calamars. Enfin, tes calamars, hein, ceux qui les a pêchés. Oui, et d'autres poissons que j'ai pêchés ce matin, à griller au barbecue. Ah, barbecue. D'accord, super. Bon, je peux regarder ou pas? Je suis curieux. Moi, j'aime bien ce qu'il y a dans les marmites. Oui. Et là, ces petits légumes. Bon, est-ce que de temps en temps, Kram vient t'aider? Est-ce qu'il cuisine lui aussi? Il m'aide à faire le riz, les autres plats. Et il m'aide aussi pour la vaisselle. Nous devons nous entraider. Je ne peux pas laisser Bota travailler toute seule. Ça s'amuse, ça s'amuse. Faut faire de la place. Viens manger, viens t'asseoir. Viens manger, ma fille. Mani, elle veut pas manger, elle veut rester jouer avec ses copines. Oh. Ça sent bon, ce petit poisson grillé, là. Hein? Il est gros. On va le couper en deux. C'est quoi ça, Bota? C'est de la sauce au tamarin. Ah, oh, je connais pas ça. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. Et la sauce, j'adore aussi. Il faudrait que tu me donnes ta recette, Bota. Hein. Et ce précieux calamar. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Je travaillais dans une boutique et il est venu acheter des cigarettes. Et vous aviez quel âge alors, tous les deux? Elle avait 19 ans et moi 21. Tout jeune. Je suis resté jeune, j'ai le même visage. Ah oui, alors maintenant tu as 70 et t'as pas changé en fait. Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve très agréable aussi, c'est que toutes vos maisons sont ouvertes. Je trouve que ça dégage quelque chose de très accueillant en fait. Ça va avec la personnalité, je pense, des Cambodgiens, leur nature, d'être très accueillant, très ouvert. C'est vrai que quand on a des difficultés,
on s'entraide. Si tu es malade et que tu n'es pas capable de te déplacer, les voisins t'accompagnent à l'hôpital, ou même s'il te manque de l'argent. Mais là, je vais dormir devant mon assiette si tu m'en donnes trop. Hein. Je vais m'endormir tellement j'aurais mangé. Merci beaucoup. Jérôme, on n'a que ça pour dormir. Tu vas te reposer sur le hamac. Ouais. Très bien. Très bien. Je vais mettre mes affaires là. Voici une couverture pour que tu n'aies pas froid cette nuit. Oui. Merci. Je prends. Bon, mille merci pour cette journée. Cette belle journée avec vous. Merci pour votre accueil. Merci pour votre générosité, votre sourire, votre grand cœur. C'était vraiment très chouette. J'ai adoré votre village. Merci encore. Passe une bonne nuit. Ah là, très bien ça. Oh là là. Qu'est-ce que je vais être bien. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, bonjour. Bon, je vois que vous êtes déjà à l'œuvre ce matin de bonne heure. Oui, les femmes du village se sont levées très tôt pour venir ramasser les déchets. Comme tu vois, il y a beaucoup de vent, donc énormément de plastique arrive sur la plage. Tu peux nous aider? Oui, avec plaisir. Avec plaisir, bien sûr, je suis venu là pour ça. La fondation Songsa, elle existe depuis combien de temps? Elle a été créée en 2005. On a l'habitude de travailler avec les bateaux de pêche. Chaque semaine, on charge les déchets pour les apporter à Sihanoukville. On trie soigneusement les différents plastiques et on les emballe bien avant de les charger sur les bateaux. On veut maintenir notre île belle et propre. Là, il y a du boulot, là. Ouh là 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 là. Ah, il y en a plein, là. Il y a de tout, hein. Et alors, est-ce que autour de vous, vous avez commencé à sensibiliser aussi votre entourage, vos amis, les enfants, les voisins? Oui. À la maison, je sensibilise mes enfants et mon mari pour qu'ils jettent les déchets dans la poubelle, pas n'importe où. Et j'en parle aussi aux villageois pour que l'environnement reste propre. Quand on a vu que beaucoup de poissons et d'oiseaux mouraient, exactement, on a regardé ce qu'ils avaient dans l'estomac et on a trouvé plein de plastique. Quand les gens du village ont vu ça, ils ont fait « Waouh !» J'espère vraiment qu'on va se débarrasser de ce plastique sur l'île. Quelle quantité de déchets tu collectes en un mois à peu près, ici avec la fondation? Chaque mois, on récupère entre 3 et 5 tonnes de déchets qui viennent de l'océan. Tous les mois, sur les plages alentours. C'est incroyable, incroyable. Moi, je vais retourner maintenant à Phnom Penh, c'est ma prochaine étape. Mais j'aurais une pensée pour cette plage parce que plage sauvage comme ça aussi belle, de la voir à nouveau avec un visage digne, c'est grâce à vous, donc bravo, bravo à vous. Vous pouvez vous applaudir. Hey. Il est 5 heures du matin. Le soleil se lève sur la pagode de Svaigromyet, l'une des 5000 que compte le Cambodge. Ici, 44 enfants appelés novices sont accueillis et formés selon les préceptes du bouddhisme. Pour ces jeunes moines âgés de 8 à 15 ans,
La journée commence par une prière, suivi d'un petit déjeuner, l'un des 2 seuls repas qu'ils auront dans leur journée. Un emploi du temps qui se structure autour de la religion, mais pas seulement. Le matin est aussi réservé à l'école. Si les cours de mathématiques sont récités comme un mantra, on prend soin d'enseigner à ses élèves toutes sortes de matières. Cette pagode est différente. Grâce à cette école, ils n'apprennent pas que des prières. Nous leur enseignons aussi d'autres savoirs fondamentaux. Pour ces enfants, souvent issus de milieux défavorisés, cette formation sert d'ascenseur social, pouvant leur ouvrir ensuite les portes des études supérieures. Moi, j'aimerais être médecin, pour soigner les gens en cas de maladie. Le reste de la journée est partagé entre les tâches domestiques pour la communauté et l'aumône dans les villages, afin de recueillir de la nourriture des habitants en échange d'une bénédiction. Une vie assez austère qui n'est pas toujours facile pour ces jeunes moines. Les téléphones sont interdits et Internet n'est autorisé que pour regarder des vidéos éducatives. Avant, j'aimais jouer à la balle, au foot et aux billes. Mais depuis que je suis moine, j'ai dû arrêter, car ici, le règlement est strict. Une discipline nécessaire, selon le vénérable qui dirige la pagode et qui lui-même fut un jeune novice ici, à l'âge de 8 ans. Le monde va trop vite. Donc même si nous tentons de suivre les évolutions de ce développement, nous faisons tout pour garder les coutumes. Dans ce pays empreint de spiritualité, on retrouve la religion dans des domaines plus inattendus, comme celui du tatouage. Appelé Sayuan, cet art sacré mélange motifs géométriques et prières bouddhistes. Une méthode ancestrale à l'aide d'une tige de bambou prolongée d'une aiguille. À 27 ans, Sambat est un jeune maître tatoueur qui a dû tâtonner au début de son apprentissage. Je me suis entraîné sur des pots de banane. Et comme aucun client ne me faisait confiance, je me suis dit c'est pas grave, je vais tester sur moi. Alors j'ai commencé par ce motif, et ces 3-là, j'ai fait comme ça et j'ai serré les dents. Mais ça m'a appris à quelle profondeur l'aiguille devait être enfoncée dans la peau. Les années ont passé et Sambat est aujourd'hui très demandé, surtout par des clients locaux, mais aussi par quelques touristes. Bonjour maître. J'aimerais me faire un nouveau tatouage sur mon bras. D'accord, on va en faire un petit car il ne reste pas beaucoup de place. Le dessin qu'il veut symbolise le charisme et une bonne étoile dans son travail. Très superstitieux, de nombreux clients confèrent à ces tatouages des pouvoirs magiques, comme la guérison, la chance, ou bien d'autres objectifs plus inavouables. J'ai déjà fait des tatouages pour séduire des femmes, et cela a fonctionné la moitié du temps. Après des offrandes et une courte bénédiction, la séance peut commencer. Il faut juste piquer très légèrement, afin que l'encre pénètre sous la peau et y reste. Après cela, l'encre restera pour toujours. On ressent comme des picotements. Mais c'est pas douloureux. Il faut être très précis, soigneux et concentré. Merci, maître. La prochaine fois, on complétera les tatouages sur le torse. Et oui, sur les bras aussi, là et là. Après avoir quasiment disparu, le tatouage traditionnel a regagné ses lettres de noblesse, signe de la foi et du mysticisme qui imprègnent le Cambodge.
On est très près de Phnom Penh finalement. Oui, on est très proche. Et en bordure de Phnom Penh, tu peux voir une étendue de sable. Il s'agit de terrains créés et développés par des investisseurs. Là, on navigue sur le fleuve Mekong. Il prend sa source en Chine, en passant par le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, pour finir au Vietnam. Puis il se jette dans la mer de Chine. C'est le plus long fleuve d'Asie, je crois. Il fait plus de 4000 km, il me semble, non? Oui, il fait 4350 km de long. Il y a 60 millions de personnes qui dépendent de ce fleuve. Et toi alors, tu es un enfant du Mekong aussi, tu es né ici? Oui, c'est là où je suis né. Je vis ici depuis mon enfance. Auparavant, le fleuve n'était pas aussi large. Les gens se sont installés sur les bords du fleuve et petit à petit, il s'est élargi en raison de l'érosion causée par le poids des habitations. Mais aujourd'hui, on pompe le sable du fleuve pour ne plus que les berges s'effondrent. Et aussi pour éviter que le sable ne s'entasse et que les bateaux puissent naviguer plus facilement. Donc ça, par exemple, c'est un bateau qui pompe du sable? Oui, il récupère le sable au fond du fleuve pour le rejeter sur les berges. Donc si tu es né, toi, ici, sur les rives du fleuve, tu as dû voir changer le paysage? Oui, en effet, depuis que je suis petit, le paysage a vraiment beaucoup changé. Avant, il y avait même une route qui passait là où nous sommes. Maintenant, Jérôme, j'aimerais t'emmener à l'endroit où la danse traditionnelle Lakonkol est née. Tu vas pouvoir voir mes élèves qui s'entraînent. Je leur enseigne la danse du singe. Et un spectacle va être donné. C'est chez moi, l'épicerie familiale. Ah, ok. Ah d'accord, tu vends de l'essence aussi alors? Ouais. Oui, c'est du carburant pour les 2 roues. Ouais, d'accord. Voici mon fils. Ma fille. Ah aussi. Et ma femme. Bonjour, enchanté. Donc tu es professeur de danse et aussi commerçant, épicier. J'ai d'abord été artiste, puis je suis devenu professeur de danse du singe. C'est surtout ma femme qui tient l'épicerie. En plus de ça, je suis policier. C'est vrai? Ah, mon adjudant, pardon. D'accord. Ah oui, donc tu as plein d'activités. Quel est ton poste? Quelle fonction tu occupes dans la police? Je suis lieutenant-colonel. Je m'occupe aussi des étrangers. Donc tu m'autorises à séjourner une journée dans ton village? Oui, mais je dois d'abord vérifier ton visa et ton passeport. Oh là là. Ah, il y a une répétition.
Ce sont les enfants qui vont jouer les singes. C'est l'enseignement de la danse du singe avec des élèves débutants. Les professeurs sont en train d'expliquer comment précisément bouger les mains, les pieds. On reproduit les gestes naturels de vrais singes. On se gratte, on imite, on joue. Alors, le geste de singe, parce que le singe est un des personnages de la chorégraphie générale de cette danse. Oui, tout cela est tiré de ce qu'on appelle le rimke. Le rimke est un héritage de nos ancêtres, une mythologie originaire d'Inde. Elle est racontée depuis l'époque d'Angkor. D'accord, donc de ce que je crois comprendre, c'est comme un ballet, un opéra qui met en scène ces contes mythologiques en réalité. Et ça fait plaisir de voir que la jeune génération continue à faire perdurer ça. Jérôme, je te présente mon père. Enchanté, monsieur. Je suis le maître des gestes de singe. Ah, alors ça veut dire quoi, être maître? Je fais partie des plus anciens. Aujourd'hui, je transmets mon savoir pour que cet art puisse perdurer. Donc c'est un art, une discipline qui existe encore grâce à des gens comme vous, alors? Oui, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il ne disparaisse pas. Dans les années 80, les artistes qui avaient réussi à survivre au Khmer Rouge se sont rassemblés. Il restait seulement 15 personnes qui maîtrisaient cet art. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 4. Et on continue à transmettre aux nouveaux élèves. Oui, donc c'est un art qui aurait pu disparaître avec le régime et finalement, miraculeusement en tout cas, il y en a quelques-uns qui ont pu échapper à la tragédie et permettre à cet art maintenant d'être protégé par l'UNESCO. Jérôme, je te propose de manger. Très bien. Allez. Alors, plein de bonnes choses là. Bon appétit. Je suis vraiment curieux de voir le spectacle. À quelques centaines de kilomètres de là, dans la région de Siem Reap, un spectacle d'un autre genre se prépare. Bonjour, la peau commandée est prête? Oui, elle est prête. Elle est belle et bien sèche. Là, ça fait une semaine qu'on a du soleil, donc elle est parfaite. Très bien, merci. Si cette peau de vache doit être parfaite, c'est qu'elle va servir de matière première à la fabrication de marionnettes pour le théâtre d'ombre. Ah, voici la peau. On va la garder pour préparer le personnage. Elle semble de bonne qualité. Van Sopievut est l'un des rares metteurs en scène à pratiquer cet art ancien. Ce sont des moines qui lui ont enseigné ces techniques qu'il transmet aujourd'hui à ses élèves. Là, tu feras attention au nez qui doit être plus pointu. Pas trop quand même. Sinon, ça devient le personnage du géant. Les motifs de ces marionnettes sont souvent inspirés de légendes locales. Et quand Sopievut a un doute sur le graphisme, il va vérifier directement à la source, dans la pagode voisine datant du XVIIIe siècle. Là, regarde le dessin. Tu vois son nez? Il est un peu moins pointu. On va le réajuster un peu. Et on va aussi diviser la coiffe en deux. 3 jours sont nécessaires pour fabriquer une marionnette. Il faut d'abord détourer la figurine avant de poinçonner la peau à des endroits très stratégiques. Tu peux encore remonter un peu. Dans le théâtre d'ombre, ces trous permettent de faire une transparence avec la lumière afin que les personnages apparaissent. Une simple peau sans trou serait inutile. On ne verrait rien. Le théâtre d'ombre est considéré comme l'une des formes d'art les plus sacrées au Cambodge. C'est une tradition qui existe depuis très longtemps. On peut même voir des figurines sur les fresques du temple de Bayan à Angkor. Donc nos ancêtres faisaient déjà certainement des spectacles avec ces peaux. 1000 ans plus tard, on ressent le même enthousiasme chez la nouvelle génération. Quand j'avais 9 ans,
J'allais voir le théâtre d'ombre à la pagode avec ma grand-mère. Et ce que j'aimais, c'était ce monde imaginaire, mais aussi les paroles amusantes et les scènes comiques. Près d'une centaine de figurines au total seront nécessaires pour la pièce du jour. On va mettre les ombrelles ici et on va répéter les scènes principales. Il faut actionner les tiges en bambou. Regardez comment on les tient. C'est comme ça qu'on jouera sur la figurine. Là, ma marionnette marche, par exemple. On peut aussi lâcher une tige et ne jouer que sur un bras. Vous avez bien compris ? Ce qui est important, c'est de mettre des sentiments dans la marionnette. En la mettant en mouvement, on veut la rendre vivante et lui donner une âme. Ce n'est pas facile au début de dédoubler les deux mains et se concentrer sur la personne qu'on joue, mais petit à petit, on progresse grâce au maître. À la nuit tombée, le public se presse à la pagode pour assister à la représentation. Au programme, l'épopée de Ramayana, le plus célèbre des contes indiens, très apprécié ici. Si cette aventure mythologique a plus de 2000 ans, l'une des particularités du théâtre d'ombre est d'intégrer à l'histoire des éléments d'actualité. Une pointe de comédie pour faire rire les spectateurs. À l'aide d'éclairages intimistes et de jeux d'ombres envoûtants, le public est plongé dans un univers de mystère et de rêverie. C'est très intéressant. Toute la partie articulation et la partie ressenti, émotion entre les personnages. Il y a une vraie histoire, les enfants ont beaucoup réagi à un moment, donc ça devait être drôle aussi. Nous, on n'a pas rigolé, mais ça devait être bien drôle. Non, c'est très joli, c'est très poétique. Entre ombre et lumière, la magie de ce théâtre opère toujours. Preuve de l'engouement des Cambodgiens pour leur spectacle vivant. Ça y est, le rituel de prière est terminé. On va pouvoir commencer. Cette prière, c'est une prière pour porter chance au spectacle. Quelle est l'intention dans cette prière? C'est une prière pour demander aux anciens maîtres de la danse de nous porter chance et de protéger leurs héritiers. Aussi, avant de donner le spectacle, qu'ils puissent nous aider à ne pas oublier nos gestes, qu'on ne soit pas maladroit. C'est pour porter bonheur aux élèves ainsi qu'à toute la communauté. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Ça commence? Oui, je te laisse profiter du spectacle. Pourquoi c'est pas une femme qui joue ce rôle-là? Parce que dans l'art Lakonkol, ce ne sont que les hommes qui dansent. Même les rôles féminins sont joués par des hommes. Voilà les singes. Ah, ça c'est les singes. Les singes cueillent des fruits, jouent, se disputent. Alors, est-ce que toi, tu arrives encore de jouer le personnage du singe sur scène encore aujourd'hui? Je ne peux plus jouer car j'ai grossi.
En plus, je suis vieux, je ne peux plus sauter. Heureusement, il y a la nouvelle génération. C'était très chouette. Puis c'est un mélange entre la danse, le mime, le théâtre aussi. C'est très réussi. C'est une belle surprise pour moi. Je ne connaissais pas du tout. Et ce qui est surtout agréable, c'est de voir qu'il y a des jeunes qui sont là pour continuer à faire perdurer cette tradition millénaire. Donc ça, c'est vraiment aussi très enthousiasmant. Nous te remercions. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Et continuez, hein, parce que le singe, hein, comment on fait le singe? Oui, je vais apprendre, oui. Merci beaucoup. Voilà, mon voyage au Cambodge se termine. Je repars d'ici empli de plein de bonnes ondes et de belles énergies. Je me suis senti bien immédiatement. Les Cambodgiens sont extrêmement accueillants, chaleureux, généreux, extrêmement souriants. C'est un mode de vie ici, le sourire. C'est un vrai bonheur. On sent que les gens ici essaient vraiment de faire du mieux, en tout cas pour protéger cet environnement précieux. Et puis il y a évidemment ce patrimoine incroyable, notamment avec les temples d'Angkor, et cette culture qu'ils essaient de maintenir en vie. Après avoir vécu la dictature des Khmers rouges, on sent vraiment qu'il y a besoin de reconstruire ça et surtout de faire survivre ces traditions qui s'étaient plus ou moins éteintes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien suivre les coulisses de nos tournages sur les réseaux sociaux. À bientôt, prenez soin de vous et comme on dit ici, Lihoy!